Bonjour. Je m'appelle Alexandre et on va étudier la thermodynamique. Premièrement, qu'est-ce que la thermodynamique? C'est la discipline étudiant l'énergie physique. On va beaucoup parler d'énergie aujourd'hui et même tout à l'heure. C'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. L'énergie physique et les changements d'état de la matière. C'est, dirait Boltzmann, la science des grands systèmes en équilibre. Superbe phrase de Boltzmann. T'aimes bien Boltzmann? Alors, ça c'est le plan. Voilà. En thermodynamique, donc l'étude de l'énergie du système, on va se restreindre. Allez, c'est bon. Allez. Là, en premier rang. On va se restreindre à une portion du système, puisqu'évidemment, l'univers, par exemple, est un système beaucoup trop grand. Donc, les portions de l'univers vont être appelées des systèmes. Les systèmes. Les systèmes sont qualifiés d'homogènes s'ils ne contiennent qu'une phase, que cette phase soit solide, liquide ou gazeuse, et évidemment hétérogènes s'ils ne contiennent pas qu'une seule phase, mais plusieurs. Ça peut être deux phases liquides, ça peut être deux phases gazeuses ou liquides et gazeuses, etc. Comme l'eau et l'huile par exemple, c'est deux phases non miscibles, c'est donc un système hétérogène. Alors, on caractérise les systèmes en trois critères. Soit le système est ouvert, dans ce cas-là, il y a un échange d'énergie et de matière qui est possible. C'est typiquement la cellule vivante, l'objet de tout le programme de P1. Voilà. Et si le système ne peut pas échanger de matière, on dit qu'il est fermé. Mais il peut, contrairement à la matière, échanger de l'énergie. Et dans ce cas-là, c'est par exemple un récipient clos. Je ne sais pas si vous faites une réaction qui va dégager de l'énergie, mais dans une bouteille en plastique quelconque, eh bien, il y aura un échange d'énergie avec l'extérieur, mais pas un échange de matière puisque le récipient est clos. A l'inverse, s'il n'y a pas du tout d'échange, on dit que le système est isolé, donc ni échange de matière, ni échange d'énergie. Et dans ce cas-là, on peut, par exemple, donner l'exemple d'un récipient scellé, donc un thermos que vous fermez bien, il n'y aura pas d'échange de matière, puisque vous le gardez d'un côté au chaud, et en même temps, vous le fermez bien pour qu'il reste justement chaud. Mais on peut donner un autre exemple qu'on peut marquer dans votre poly, c'est l'univers. L'univers, en soi, il est isolé puisqu'on ne connaît pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc on considère que l'univers est un système qui n'échange ni matière, ni énergie avec un milieu extérieur, puisqu'on ne connaît pas de milieu extérieur. Alors, la thermodynamique, c'est une théorie très très intéressante, on va le voir, mais ça passe notamment par des mathématiques. Et là, on va définir ce que c'est que des variables et des fonctions d'état. Parce que vous allez voir beaucoup la théorie, et c'est très important de la comprendre avant d'appliquer les exercices, mais les exercices sont souvent des calculs lourds et qui passent notamment par la compréhension de phénomènes tels que les variables d'état et les fonctions d'état. Alors, c'est comme au lycée. Au lycée, vous avez vu les fonctions f de x. F, c'est bien la fonction, et x, c'est la variable. Ici, c'est la même chose, mais sauf que les variables d'état, c'est des variables physiques, c'est des grandeurs physiques, telles que la masse, la température, la pression ou le volume. Il existe deux types de variables d'état, qu'on va qualifier juste après, les variables d'état extensives et les variables d'état intensives. Les variables extensives, elles sont additives, elles sont définies sur l'ensemble du système, et c'est par exemple la masse, le volume, la quantité de matière N ou l'énergie E. Ça veut dire quoi qu'elles sont additives? Ça veut dire que on peut tout simplement les additionner. La masse d'un objet plus la masse d'un autre, si on mesure la masse totale, eh bien c'est une simple addition des deux masses. C'est donc une variable extensive puisqu'elle est additive. Et elle est définie sur l'ensemble du système puisque ça n'a aucun sens de mesurer juste le capuchon d'une bouteille si on veut mesurer la masse de toute la bouteille. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas, en mesurant le capuchon de la bouteille, savoir toute la masse de la bouteille dont on veut mesurer la masse. A contrario, il existe des variables intensives qui sont ici donc non additives, c'est-à-dire définies indépendamment en tout point du système. C'est par exemple la température ou la pression. Si vous mesurez la pression à une altitude donnée, elle sera mesurée, bon, disons que ça fait 1 bar. Mais si vous allez un peu plus bas, par exemple quand vous plongez, ou un peu plus haut quand vous allez skier,
la pression ne sera pas du tout la même. Et ces deux pressions, ces deux points, en altitude, sont différents, et donc en pression sont différents, mais ont une mesure de la pression totalement indépendante l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont non additives et définies indépendamment en tout point du système. L'exemple donné dans votre police, c'est que si on verse 10 ml de pastis à 20 degrés dans 30 ml d'eau à 10 degrés, le verre contient bien un volume de 10 plus 30 sur 40 ml, c'est une valeur qui est bien additive, donc elle est extensive, mais les températures ne s'additionnent pas. Donc la température... Ouais, il comprend rien. Donc la température n'est pas une variable extensive, mais plutôt intensive. Une fonction d'état, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une fonction qui caractérise une ou plusieurs variables d'état. La fonction f de x caractérise la variable x, mais ça peut être une fonction en 3 dimensions selon les plans x, y, z. Et dans ce cas-là, ça dépend des 3 variables. Ici, on peut donner un exemple en reprenant la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Si on met P en dénominateur, on voit que le volume est une fonction d'état, puisqu'elle dépend de variables d'état, que sont par exemple la température et la pression. R étant la constante des gaz parfaits, c'est une constante, elle ne varie pas, et N étant une quantité de matière, c'est une variable d'état que l'on a vu juste avant. Donc la fonction d'état, ça c'est très important et c'est bien pour ça que c'est en gras, la fonction d'état, ne dépend que de l'état du système, et en règle générale, on va d'ailleurs parler d'une différence de 2 états dans le système, et non pas du chemin suivi entre ces 2 états. On va le détailler juste après. Par exemple, si je prends une feuille, voilà, donc je vais juste refaire le schéma. Si on prend une craie et qu'on passe d'un état 1 du système à un état 2, on peut passer par n'importe quel chemin. Cela ne change rien. La fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi, donc on est par là ou par là, c'est pareil. Et donc, c'est une propriété qui va nous servir plein de fois pour les calculs de fonctions d'état qu'on va avoir un peu plus loin. Voilà, ça c'est... Alors, pour les conventions et les généralités, ça c'est une diapo importante, on va souvent les utiliser en exercice. Dès que vous traiterez d'un exercice, on va toujours vous dire dans quelles conditions on est. Et c'est à vous de savoir déjà à quoi elles correspondent, puisque du coup ça va changer tout l'exercice, toutes les données de l'exercice, parce qu'on ne va pas vous les rappeler à chaque fois. Et ça va caractériser évidemment l'état de votre système, l'état initial tout du moins. Donc c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les conditions standards. L'état standard, le constituant, c'est l'état sous la pression 1 atmosphère, la température constante. On a juste marqué qu'elle était constante parce que en soi, elle peut être n'importe quelle valeur, elle peut avoir n'importe quelle valeur, mais durant la réaction, on va la garder constante. Et la concentration des réactifs et des produits, ça c'est très important, est à 1 mol par litre. Maintenant, l'état standard de référence. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un cas particulier de l'état standard. L'état standard de référence, c'est juste un état standard pour une molécule donnée. En réalité, c'est l'état standard où la molécule est le plus stable physiquement. Donc en fait, c'est un état standard. On l'a dit, la pression est à 1 atmosphère, la température est constante et la concentration est à 1 mol par litre. Mais en fait, la température, c'est là où elle va caractériser le soluté donné. C'est là où elle va montrer, elle va faire varier et elle va aboutir à l'état le plus stable de la molécule donnée. C'est ça qui est important à comprendre. Donc en fait, juste, je me répète, mais l'état standard de référence, c'est juste un cas particulier de l'état standard, en général, pour une molécule donnée. Alors que l'état standard ne dépend pas de la molécule. Alors ce qui est important, c'est les corps purs, ici, qui sont à leur état standard de référence. Ça, il faut que vous sachiez les reconnaître. Le carbone du graphite, quand on dit carbone graphite, c'est qu'il est solide. Et pour ne pas se tromper, moi je vous conseille de ne pas marquer graphite en indice, parce que c'est quand même assez long,
et que la thermo c'est quelque chose que vous devez maîtriser et donc aller vite. Donc les corps purs, c'est carbone graphite. Mais pour mettre un indice rapide, vous allez marquer S pour solide. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire pour tous les autres molécules. Vous devrez marquer à chaque fois, on ne va pas oublier en indice, les états des molécules, parce que vous verrez un peu plus tard que ça va jouer énormément. Je vais rentrer dans les détails après. Donc, ouais. Carbone solide, et non pas graphite, enfin, c'est la même chose, mais c'est pour être plus rapide. Le dioxygène, qui est gazeux. Le dihydrogène, qui est également gazeux. Le diazote, qui est gazeux. Et le dichlore, qui est aussi gazeux. Ok ? Je reviendrai sur la notion de corps pur après. Et dans un cas particulier aussi, on a les conditions standards biologiques. Alors, les conditions standards biologiques, encore une fois, il faut que vous sachiez à quoi ça correspond. Pression de l'atmosphère toujours. La température, cette fois-ci, elle est constante, mais elle est surtout déjà donnée. C'est 298 Kelvin, 25 degrés à peu près. Et la concentration d'une mole par litre, et le pH est de 7. Il ne faut surtout pas que vous confondiez conditions standards biologiques et conditions cellulaires. Déjà, ça peut vous frapper, parce que autant la pression de l'atmosphère, c'est la pression atmosphérique de base, donc ça c'est cohérent même à l'intérieur du corps humain, mais la température de 25 degrés, tout le monde sait qu'on n'a pas une température de 25 degrés, mais plus aux alentours de 37. Donc déjà, c'est pas pareil. Et une concentration de 1 mol par litre, c'est juste énorme. Biologiquement, c'est pas du tout ça. Oui, merci. Biologiquement, c'est pas du tout ça. Prenons l'exemple simplement du pH. Le pH, biologiquement, tourne autour de 7, 7,4. Et donc, si vous faites la formule de pH égale à moins log de H3+, vous voyez que la formule vous donne la concentration de protons qui est de 10-7. Donc vous voyez bien, très clairement, bon, je peux pas le monter. Vous voyez bien très clairement que la concentration de 1 mol par litre, c'est énorme. C'est pas du tout biologique. C'est quelque chose d'artificiel. Et d'ailleurs, pour conclure cette diapo, il faut bien comprendre qu'en fait, les conditions standards et les conditions standards de référence, et biologiques, etc., tout ça, c'est quelque chose de conventionnel, d'artificiel. En réalité, à quoi ça sert ? C'est tout simplement pour avoir des tables. En thermodynamique, vous allez utiliser des tables. C'est-à-dire que vous aurez des données déjà précalculées que vous devrez utiliser pour les exercices, notamment pour le concours. Mais ces tables, on les a obtenues grâce à une convention simple. On a dit, on va faire une réaction avec tel réactif, une réaction de combustion par exemple, et on va voir ce qui se passe. Mais ça ne sert à rien de faire une réaction dans n'importe quelle condition. Si on met une température à X, si on met une concentration, enfin voilà, il y a beaucoup trop de facteurs qui interviennent et qui peuvent moduler l'état d'équilibre de la réaction, et donc ça ne servira à rien. On va juste préciser qu'on fait une telle réaction dans telles conditions, notamment les conditions standards pour la plupart du temps. On va préciser la température, puisqu'encore une fois c'est un paramètre qui peut varier, même si au cours de la réaction elle reste constante. Et ainsi on va voir ce qui se passe. On fait la réaction, on voit ce qui se passe, on voit l'énergie qui est dégagée, etc. C'est ce qu'on va voir plus tard avec la notion d'enthalpie. Et on fait tout un tas de mesures. Donc c'est juste quelque chose de conventionnel et non pas du tout de biologique. Voilà la distinction qu'il fallait voir sur cette diapo. Toujours dans les conventions, il faut savoir qu'il y a une convention de signe qui existe, c'est que la différence d'énergie du système, c'est l'énergie reçue moins la valeur absolue de l'énergie cédée. Alors maintenant, j'en viens à... Enfin là, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut la mettre. J'en viens maintenant à l'énergie interne. Qu'est-ce que l'énergie interne ? En fait, c'est l'énergie de la matière contenue dans le système. Il est moins le quart, c'est l'heure du... Et c'est pas l'énergie cinétique ni l'énergie potentielle. Et ben voilà, c'est tout. Il faut l'admettre, c'est comme ça. C'est donc toutes les énergies, par exemple, de la réaction chimique. Si vous mettez des molécules et qu'elles vont se lier entre elles,
eh bien, ça va plus ou moins donner de l'énergie ou en percevoir si vous faites chauffer votre bécher, etc. Et donc tout ça, ça va jouer avec l'énergie interne. L'énergie interne, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une énergie qui ne peut pas être définie de façon absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réaction qu'on met dans un bécher, on met un meilleur, on trempe je ne sais pas quel appareil dedans et on mesure l'énergie interne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est simplement une différence d'énergie interne qui va pouvoir avoir un sens physique. Et ça, ça c'est important à comprendre, mais en soi, il n'y a pas beaucoup d'applications en exercice dessus. Alors, qu'est-ce que l'état d'équilibre thermodynamique? L'état d'équilibre, déjà, c'est bien de préciser que c'est thermodynamique, puisqu'il y a plein d'équilibres qu'on va voir, notamment en physique, l'équilibre de transport transformant à l'air, etc. Il y a plein d'équilibres. Là, on parle de l'équilibre thermodynamique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'un système n'échangeant ni matière ni énergie, ça déjà ça ressemble un peu à un système isolé, avec le milieu extérieur, et dont les variables d'état sont constantes dans le temps et identiques en tout point du système. Alors là, il faut faire une distinction que normalement vous avez déjà faite au lycée. On parle d'équilibre, mais en effet, c'est différent si on regarde à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique. À l'échelle macroscopique, une réaction peut être à l'état d'équilibre en apparence. En fait, c'est juste que si la réaction peut aller dans un sens et dans l'autre, on va voir macroscopiquement la réaction, les deux sens de la réaction aller à la même vitesse. Donc macroscopiquement, on va croire qu'il y a un équilibre, puisque concrètement, rien ne bouge. La matière ne va pas changer. Il n'y aura pas de différence de concentration si on attend quelques minutes, quelques heures, etc. C'est un état d'équilibre à l'échelle macroscopique. Maintenant, à l'échelle microscopique, c'est quelque chose de dynamique. La réaction est dite renversable. Renversable, c'est un mot important. Et renversable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on change un petit peu les conditions, on peut mettre la réaction, favoriser un sens ou un autre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut alterner le sens si on n'est pas déjà à l'état d'équilibre, et si on est à l'état d'équilibre, on peut favoriser un sens plutôt qu'un autre, et du coup, briser cet équilibre. La réaction est renversable, l'état d'équilibre est atteint lorsque les deux vitesses des réactions, de la même réaction, s'égalisent. D'accord? La réaction continue de se produire dans les deux sens, mais à la même vitesse. La composition du mélange ne varie plus. C'est ce que je vous ai dit. On peut attendre quand la réaction est à l'état d'équilibre, on peut attendre, mais la concentration de tel réactif ou tel produit ne va pas varier. C'est ce qu'on voit macroscopiquement. Alors, le premier principe de la thermodynamique. Extrêmement important, il y en a trois des principes de la thermodynamique, on va en voir un maintenant et les deux autres dans le cours d'après. Le premier principe de la thermodynamique, c'est celui de l'évolution, de la conservation de l'énergie. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Ça ressemble un peu à la phrase de Lavoisier qui disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Mais Lavoisier parlait de la matière. Là, on parle de l'énergie. C'est un peu similaire. Cela implique l'existence d'échanges avec le milieu extérieur. Et ça, on l'a déjà vu, puisqu'on parlait tout à l'heure de systèmes qui sont ouverts, fermés ou isolés, qui donc échangent plus ou moins d'énergie ou de matière avec le milieu extérieur. Conséquence, l'énergie du système, définie comme la somme de ses énergies cinétiques potentielles et internes, puisque je vous ai dit que l'énergie interne, c'était l'énergie du système en dehors de l'énergie cinétique et potentielle. Il faut bien donc les rajouter pour calculer l'énergie du système totale. Se définit donc par énergie du système égale énergie cinétique potentielle et interne. Lorsque un système se déplace d'un état 1 à un état 2, quand on est sur notre paillasse, qu'on ne va pas faire bouger, qu'on ne va pas faire translater la réaction parce que ça n'a strictement aucun intérêt, quand on ne va pas la faire monter ou descendre pour diminuer l'énergie potentielle de pesanteur par exemple, on va négliger la différence d'énergie cinétique, puisqu'on ne fait pas bouger de gauche à droite, et la différence d'énergie potentielle, parce qu'on ne fait pas bouger de haut en bas. Donc la différence d'énergie du système,
sera équivalente à la différence d'énergie interne du système. D'où l'intérêt de s'intéresser à cette énergie interne. La notion d'enthalpie. Alors, on va y venir progressivement. On repart de l'énergie interne, puisqu'elle est étroitement liée à l'enthalpie. L'énergie interne, c'est celle qui est contenue dans le système. Par exemple, les interactions intermoléculaires. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Si on fait une réaction dans un bécher, il y aura des échanges d'énergie, des liaisons qui vont se créer, de l'énergie qui va être libérée, etc. Donc, une énergie interne. C'est une fonction d'état extensive, c'est-à-dire additive, et définie sur l'ensemble du système. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure. La variation de U, notée delta U, peut être définie par Q plus W, le tout entre parenthèses, état 1 vers état 2. Alors pourquoi on ne marque pas delta Q et delta W? C'est juste une convention mathématique, parce qu'en fait, l'énergie thermique qui est notée Q et les autres formes d'énergie, notamment les formes de travail contre les forces de pression, qui sont notées W, ne sont pas des fonctions d'état. Donc, ça dépend du chemin suivi. On ne peut pas simplement marquer delta, on ne peut pas simplement marquer. Voilà, ça, on n'a pas le droit de le marquer. Delta Q, ce serait, si on faisait comme l'énergie interne qui est une fonction d'état, Q1 moins Q2. Parce qu'en fait, ce n'est pas une fonction d'état, ça dépend du chemin suivi. Là, on fait juste une différence entre deux états, donc c'est faux. Voilà, c'est une notation, c'est pas forcément à prendre par cœur, juste la thermo c'est important, et cette année ça va être notamment très très important, moi je vous le dis. Alors, les forces de pression, les autres formes d'énergie, notamment le travail contre les forces de pression, se notent P delta V, moins P delta V, pardon. Donc on a la relation suivante, delta Q égale à l'énergie thermique entre le milieu 1 et 2, entre l'état 1 et 2 moins P delta V. Pour une transformation thermomécanique, c'est-à-dire qui n'échange que de l'énergie et qui fait un travail contre les forces de pression, on a à pression constante la relation suivante, la variation d'énergie interne est égale à QP moins P delta V. Le P signifiant qu'on a fixé la pression. Maintenant, on arrive enfin à l'enthalpie. Qu'est-ce que c'est? Et bien, en fait, c'est tout simplement l'énergie QP, c'est-à-dire l'énergie échangée, l'énergie thermique échangée avec l'extérieur sous forme de chaleur. Vous avez vu au lycée qu'il y a plusieurs modes de transfert de l'énergie. Il y a la chaleur, l'énergie thermique se transfère via la chaleur. Il y a le travail, les forces telles que le poids, etc. Ça, les forces de frottement, c'est déjà le travail. Ce qui est important aussi à savoir, et ça pour le coup on va beaucoup utiliser en exercice, c'est que l'énergie thermique que représente l'enthalpie est une fonction d'état extensive. Déjà c'est une fonction d'état, donc ça ne dépend pas du chemin suivi, extrêmement important. Là on va souvent marquer la différence d'enthalpie entre deux états, et elle est extensive, ça on a déjà vu ce que ça veut dire, elle est additive et définie sur l'ensemble du système. Elle s'exprime en joules. Bon, alors les unités, c'est important. Bon, là, on sait que c'est une énergie. Donc c'est évident que ça s'exprime en joules. Maintenant, tout à l'heure, on verra l'enthalpie libre. Là, on verra que l'énergie s'exprime en joules, évidemment, mais on peut parler d'enthalpie molaire, par exemple. Et donc là, ce sera des joules par mol. Mais à chaque fois, on précisera. Dans l'énoncé d'exercice, on vous demandera de calculer l'enthalpie ou l'enthalpie molaire. Et donc l'enthalpie étant une énergie, elle s'exprime de base en joules, mais si c'est une enthalpie molaire qu'on vous demande, elle s'exprime en joules par mol. Alors, les propriétés de l'enthalpie. Diapo importante, sauf la première ligne, on s'en fiche un peu. D'ailleurs, je les aime. Maintenant, la deuxième partie de cette diapo, on nous dit les conventions en fait, et concrètement, c'est ce qu'on va vous demander à l'exercice. C'est-à-dire, est-ce que la réaction est endothermique, athermique, exothermique? Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire?
Une réaction endothermique, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie pour se faire. Allez, c'est parti. Bon. Une réaction est dite endothermique si elle absorbe de la chaleur, ou plutôt de l'énergie thermique si on veut être rigoureux, via la chaleur. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation d'enthalpie de la réaction, notée delta R pour réaction et H pour l'enthalpie, est positive. Donc là, vous voyez déjà que c'est une enthalpie molaire, c'est des joules par mol. Donc là, que ce soit par mol ou pas, ça change rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la variation d'enthalpie positive, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie. Au contraire, une réaction qui va libérer de l'énergie thermique, c'est une réaction exothermique. Exo vers l'extérieur libère de l'énergie thermique, et dans ce cas-là, la variation est négative. Si la réaction n'échange pas du tout d'énergie thermique avec le milieu extérieur, on dit que la réaction est athermique, A étant le préfixe privatif. Alors là, il faut se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conditions standards. Il y a plusieurs types d'enthalpie selon les conditions dont on parle. Les conditions standards, Alors, on note en fait l'enthalpie dans les conditions standards avec un 0, delta RH 0. Et ça, c'est des notations, il faut être rapide et surtout, il faut bien voir de quoi on parle. Delta RH, c'est pas du tout pareil que delta RH 0. Là, avec ce petit 0, on a qualifié les conditions dans lesquelles on se trouvait. Les conditions standards. Je répète ce que ça veut dire. Pression de l'atmosphère, la température est constante, et les concentrations de soluté, à savoir réactifs et produits, sont de 1 mol par litre. Maintenant, si c'est dans les conditions standards biologiques, on va rajouter quelque chose, et c'est un prime. Et là, c'est pas du tout pareil. Il faut juste être très très attentif en thermo, parce qu'il y a beaucoup de pièges très faciles à faire, et pas forcément faciles à déjouer. Donc là, le prime a une importance cruciale. On répète que le pH est à 7, et que la température est fixée. Alors là, on a marqué 300 Kelvin, tout à l'heure c'était 298, donc c'est grosso modo la même chose, hein, faut pas se prendre la tête avec 2 Kelvin de différence, mais c'est aux alentours de 300 Kelvin, et ça n'a pas du tout la même chose. Pardon? Alors, l'enthalpie de changement d'état. Un changement d'état, c'est intuitif, c'est quand on passe d'un état de gaz à un état de liquide, de solide, etc. Et dans ce cas-là, on a deux types de réactions. Des réactions qui sont endothermiques, qui absorbent donc de l'énergie thermique sous forme de chaleur. Et donc, la variation d'enthalpie de cette réaction sera positive. Et dans ce cas-là, on parle de la fusion, de la sublimation. Et en fait, ces réactions qui sont endothermiques sont des réactions qui vont d'un état plus condensé à un état moins condensé, par exemple solide à gazeux, liquide à gazeux. Voilà. A l'inverse, à contrario, on a des réactions qui sont exothermiques, je rappelle ce que ça veut dire, une variation d'enthalpie négative, et donc qui vont libérer de l'énergie. C'est des réactions de solidification, de condensation ou de liquéfaction. C'est tout simplement, pour généraliser, d'un état moins condensé à un état plus condensé. Alors, l'enthalpie de formation. Depuis tout à l'heure, on parle de l'enthalpie de réaction. C'est donc quelque chose de général, quelle que soit la réaction. On va l'appeler l'enthalpie de réaction. Mais là, on parle d'un cas particulier qui est la formation de composés. Alors, en fait, la
formation de composés, c'est une réaction particulière qui part de composés à l'état de corps simple. Je m'explique. L'enthalpie de formation, c'est une enthalpie de formation d'une mole de composé dans son état standard à partir de corps simples pris dans leur état standard de référence. C'est ce qu'on avait noté tout à l'heure. Les corps simples pris dans leur état standard de référence, et ça c'est à connaître et à admettre, c'est le carbone solide, graphite, le dioxygène gazeux, le dihydrogène gazeux, le diazote gazeux, le dichlore gazeux. Donc si on marque une réaction assez simple, qui est la formation de l'eau, me semble-t-il, de l'eau à l'état liquide. Ouais, non, c'est juste une réaction. Alors, on part des corps simples, des corps purs, c'est la même chose, c'est un synonyme. Corps simple, je vais essayer de faire le mot. Corps simple égale corps pur. Ok? C'est une simplification, mais elle sera toujours juste cette année, à moins évidemment que cette année, les profs vous précisent la différence. S'ils ne vous la précisent pas, c'est qu'on va admettre que c'est exactement la même chose. Ok, donc ça, c'est à savoir. Alors, la réaction de formation de l'eau liquide. Celle-ci passe donc par les corps purs dans leur état standard de référence qu'on connaît déjà. H2 à l'état gazeux, plus O2 à l'état gazeux. Ça donne tout simplement de l'eau liquide, puisque dans l'état standard, ça donne de l'eau liquide. Mais là, il faut pondérer. Il y a un seul oxygène, deux hydrogènes. Deux hydrogènes, c'est cohérent, donc c'est un demi du dioxygène. Voilà. Tout simplement. Et ce qu'il faut noter, ce qui est extrêmement important, que j'ai juste oublié de dire, c'est que la variation d'enthalpie de formation des corps simples, des corps purs, est égale à 0. Joule par mol ou joule tout court, quelle que soit la température à laquelle on fait la réaction. Et ça va être un outil de simplification des calculs extrêmement important. Il ne va pas falloir être trop lourd dans votre écriture des calculs de l'enthalpie quand vous faites de la thermo. Et ça, il va falloir directement le négliger. C'est extrêmement important. Maintenant, on en vient à l'énergie de liaison. Il faut savoir déjà que la matière, en fait, elle va tendre à diminuer son énergie potentielle. Quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une règle assez générale. Il y a plusieurs moyens de faire diminuer son énergie potentielle. C'est par exemple de faire des liaisons. Si on a deux corps qui s'attirent et qu'on va les lier, ça va diminuer l'énergie potentielle. Puisque si ces deux corps s'attirent et qu'on les maintient comme ça, séparés mais proches, ils vont vouloir s'attirer encore plus de telle sorte à faire une liaison. Ouais. C'est très tendancieux ce que je dis. Mais tout ça pour dire que si on les relâche spontanément, ils vont faire la liaison afin de diminuer cette énergie potentielle. Et ils vont donc libérer l'énergie. Et en fait, cette énergie, c'est ce qu'on appelle simplement l'énergie de liaison. L'énergie de liaison est libérée, et comme elle est libérée, elle est négative. Ça, c'est une convention très importante qu'on a déjà un peu vue avec les réactions exothermiques. Je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça libère de l'énergie thermique. Donc c'est une variation négative de l'enthalpie. Ici, l'énergie libérée est négative et elle correspond à la formation d'une liaison covalente d'un produit, et là c'est important de le préciser, à l'état gazeux à partir de deux atomes pris à l'état gazeux à la pression de 1 atmosphère. Voilà, c'est clair, c'est comme ça, c'est à apprendre, c'est à connaître, c'est à comprendre. Une enthalpie est liée à la formation de cette liaison. C'est l'enthalpie de liaison. Encore une fois, on note un indice, delta RH pour réaction, delta RH pour réaction, delta FH
pour formation. Voilà. Et delta LH pour liaison. Voilà, c'est à peu près logique si vous savez parler français. Tout simplement. Et donc, on donne un exemple. L'enthalpie de formation de la liaison entre deux carbones est de moins 348 kJ par mol. Voilà, ça, c'est pas à prendre. Encore une fois, vous avez des tables, et c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour ce qui est des conditions standards, et le fait qu'on puisse justement avoir calculé ces tables. Typiquement. Alors, concrètement, comment on va faire? Il y a plusieurs méthodes pour calculer l'enthalpie. La méthode de la réaction inverse, tout simplement, puisque l'enthalpie est une fonction d'état et qui ne dépend pas du chemin suivi, on peut dire la même chose. On peut dire tout simplement qu'une réaction, disons A plus B, donne C plus D, qui est dans un sens 1 lié à une enthalpie de réaction dans le sens 1 et dans le sens 2 dans le sens inverse. Là, on peut tout simplement dire que la variation d'enthalpie du sens 1 est égale à moins la variation d'enthalpie de la réaction dans le sens 2. Ça, c'est un outil simple qu'il va falloir savoir manier pour aller tout simplement rapidement quand on vous demande l'enthalpie de la réaction ou celle de la réaction dans le sens inverse. Deuxième méthode un peu plus complexe, la méthode des cycles. Malheureusement, c'est pas toujours ça qu'on nous demande, sinon ce serait beaucoup trop simple. En général, on va devoir décortiquer la réaction de base en un chemin suivi. Puisque l'enthalpie est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi, on peut tout simplement effacer ça et aller un peu plus dans le fond des choses. Donc là, on passe par un état intermédiaire qui peut être totalement fictif, tant qu'il est cohérent avec les données qu'on a et la réaction qu'on veut produire. Donc disons que là, c'est E plus F, et là, c'est toujours C plus D. On va tout simplement décortiquer delta de RH1 en delta de RH2 pour la réaction 2 et delta de RH3. Cette fois-ci, on efface ce que j'ai dit avant parce que ça n'a plus aucun sens. Et on dit tout simplement que le chemin 1 équivaut au chemin 2 plus le chemin 3. D'accord? Encore une fois, c'est parce que l'enthalpie est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi. On peut donc parler de l'enthalpie delta RH1 égale à delta RH2 plus delta RH3. Ok? Ça va être extrêmement important pour les calculs, tout au long du chapitre des termes. Alors, ce que je voulais annoter, c'est là, il y a une erreur dans le colis. Oui, alors en fait, c'est au niveau de la phrase d'annotation, il est marqué H est une fonction d'état, jusque-là tout va bien, sa variation est indépendante du chemin réactionnel. Alors, vous me parlez réactionnel, c'est en fait du chemin suivi qu'il faut marquer, puisque le chemin réactionnel, c'est quelque chose de. C'est une notion complexe que vous verrez à la fin de cette année en chimie organique. Mais chemin réactionnel, ce n'est pas la même chose que chemin suivi. Chemin suivi, ça peut être quelque chose de totalement théorique, totalement faux physiquement, ça ne va pas se passer spontanément comme ça, alors que chemin réactionnel, c'est un chemin qui va pouvoir être suivi par la réaction et par les réactifs. D'accord? Donc là, c'est chemin suivi. Et je ne vais pas le noter à chaque fois, mais pendant le reste du diapo, il y aura marqué chemin réactionnel. À chaque fois que vous barrez et vous marquez chemin suivi, c'est important à comprendre. Alors, la loi de S, en fait, là, on a décortiqué la réaction, puisque c'est une fonction d'état, en plusieurs réactions.
Mais la loi de Hess, c'est en fait la généralisation de ça. La loi de Hess nous fait partir, en fait, des conditions standards, nous fait partir de la réaction de formation. Si là, delta RH2 correspondait en fait à la formation de A plus B, à partir de là, ici, des corps purs pris dans leur état standard, en fait, on a simplement la formation de A plus B. De l'autre côté, on aurait la formation de C plus D, mais juste dans le sens inverse. Je vais expliciter parce que c'est pas très clair pour ça. Alors, voilà, ça. Alors, je vais écrire la même réaction. Il n'y a pas d'exemple là? Non, c'est pas terrible. Disons que A, c'est n'importe quoi, et B, c'est n'importe quoi. Hop, C plus D, c'est la même réaction qu'avant, delta RH1. D'accord. Donc ça, c'est le cas général. Et le cas particulier de la loi de Hess, c'est en fait si on passe par les corps purs pris dans leur état standard. Donc disons que, je sais pas moi, c'est du carbone graphique ou marque solide, encore une fois, pour être plus rapide, et je sais pas, du dioxygène, de dioxygène, bon ça, on s'en fiche. Ce qu'on a marqué là-haut, ça reste vrai. La variation d'enthalpie de la réaction 1 égale à celle de la réaction 2 plus celle de la réaction 3. On va appeler ça la réaction 2 et ça la réaction 3. Donc cette relation reste toujours vraie. Juste, on va remarquer que la réaction... Ah pardon, j'ai mis des flèches alors que c'est en fait c'est des flèches à sens unique cette fois-ci. D'accord? La réaction 2 qui va des réactifs A plus B vers les corps purs avec la standard, et en fait, l'inverse, ou plutôt l'opposé, de la réaction de formation des réactifs A plus B. Donc, on explicite ce que c'est que 2, c'est moins la formation, F pour formation, décomposé 2, et 3, on explicite pareil, c'est assez intuitif, c'est les corps purs pris dans l'état standard qui vont former les produits. Donc, c'est l'enthalpie de formation des produits. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en gros, ça va être, on va juste marquer, là j'ai un peu la flemme, on va juste marquer que c'est la formation des produits moins la formation des réactifs. Voilà. Alors, il y a une autre méthode, c'est la méthode par la détermination des énergies de liaison. Là, encore une fois, c'est la même démonstration, et on aboutit, sauf que oui, il faut juste que vous sachiez que les réactifs sont à l'état gazeux, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'énergie de liaison, c'était l'énergie libérée par la formation de liaisons d'atomes qui, dans leur état standard, à l'état gazeux. Donc, là, on part de réactifs à l'état gazeux, on obtient des produits à l'état gazeux, et donc on obtient la même formule. La variation de l'enthalpie de réaction, c'est la somme des formations des liaisons des produits moins la somme des formations de l'enthalpie des réactifs. Ah, attends, c'est chaud. Bon, cette méthode, il faut savoir que la méthode de l'énergie de liaison, cette méthode des énergies de liaison, elle est très approximative. Parce qu'en fait, les énergies de liaison, c'est une énergie assez difficile à calculer tout simplement. Donc on dit que cette méthode est approximative puisque les énergies de liaison sont des valeurs moyennes. Et qu'il est difficile de prendre en compte les changements d'état puisque toujours il faut se ramener à un état gazeux et donc du coup prendre en compte les changements d'état et tout ça c'est assez approximatif. Donc là on a une réaction que je vais essayer d'expliciter.
on part du méthane à l'état gazeux, plus 2 dioxygène à l'état gazeux, on a un équilibre, on obtient du dioxyde de carbone à l'état gazeux et 2 eaux à l'état liquide. Alors, ça s'appelle une réaction de combustion. Une réaction de combustion, c'est un composé plus du dioxygène à l'état gazeux donne du dioxyde de carbone à l'état gazeux, toujours, et de l'eau à l'état liquide. Non, elle sérieux, s'il te plaît, c'est vraiment relou. Pourquoi tu me tutoies? Donc voilà, ça c'est important, c'est une réaction de combustion. Et vous en utiliserez beaucoup. Donc, on va passer par les corps purs dans leur état standard. Donc, on a combien de carbone? On en a un. Carbone, à l'état solide. On a combien d'hydrogène? On en a 4. Donc, en fait, ça fait 2 d'hydrogène à l'état gazeux. Et on a combien d'oxygène? 2 à l'état gazeux. Ok. Là, c'est bon, je mets des flèches. Et du coup, je place mes. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que le dioxygène n'a pas changé, et donc on ne va pas le prendre en compte. On va utiliser la loi de Hess. Donc en fait, c'est la formation, c'est voilà. Là, on part des corps purs, et là, on a notre composé. Donc en fait, on va faire moins la formation de CH4. Je mets F pour formation, l'enthalpie, CH4. CH4 à l'état gazeux. Voilà. O2, ça ne change pas. Donc on dit directement que c'est 0. De l'autre côté de la réaction, on a la formation de CO2. À l'état gazeux. Et la formation de 2. Et là, les coefficients stoichiométriques sont extrêmement importants. On a très vite fait de se tromper en thermodynamique, ne serait-ce que sur les coefficients et sur le fait qu'on, je sais pas, on prenne en compte, on perde du temps sur le fait que ça c'est un corps pur et donc il ne faut pas le compter. Voilà, tout ça c'est des petits pièges qu'il faut voir. Donc 2 delta de formation de l'eau à l'état liquide. Alors encore une fois, il y a beaucoup de pièges, et notamment dans les tables. On va vous donner des tables au concours où il y aura par exemple la formation de l'eau à l'état liquide, et il y aura aussi, quelques lignes plus bas, la formation de l'eau à l'état gazeux. Typiquement, l'année dernière, je me suis gouré. Donc, ne faites pas la même erreur. Je suis couré, mais je suis passé. Oui, voilà. Comment tu t'appelles? C'est juste que je me suis gouré, c'est. Et donc, il ne faut pas faire la même erreur que moi. C'est moi. Et donc, on peut résumer par l'encadrer en dessous, j'ai plus la place. Voilà. Enfin, on a une autre réaction. Et là, c'est la même chose. Mais pourquoi tu me dis accélérer? Il est quelle heure? Ça fait 5 minutes que le cours est censé être fini. Ouais. Bon, bah, alors, en gros, là, c'est répond. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs erreurs. La première, c'est que le carbone est dit graphite alors qu'il est censé être gazeux. Vous la referez chez vous, de toute façon, vous avez beaucoup d'exercices. Le carbone, vous barrez ça, il est gazeux. Premièrement. Deuxième erreur, c'est que là, on est dans les énergies de liaison. Donc, ce qui est en vert, il y a marqué moins 2 delta de FH0. Mais en fait, c'est delta de L, puisque c'est une liaison. Et pareil, dans l'encadré en dessous, c'est 2 delta de LH0 et non pas FH0. Et voilà, c'est fini. Bon courage.